Ils sont nombreux à Rome, les malades dont la mort est due à l'insomnie. Dans quel appartement de location peut-on vraiment trouver le sommeil ? Le passage des lourds chariots dans les méandres des rues étroites, les injures lancées aux mulets pour les faire avancer, tireraient de leur sommeil Drusus lui-même et ses veaux marins. Si son devoir l'appelle, le riche se fera transporter au milieu de la foule qui s'écartera devant lui et sa litière spacieuse volera au-dessus des têtes. Mais les pauvres, dans leur hâte, sont freinés par le flot de la foule qui les précède, et les gens qui les suivent leur pressent les reins. L'un me heurte du coude, un autre me frappe violemment d'un madrier, celui-ci m'assène sur la tête une poutre, celui-là une grosse cruche. Ne vois-tu pas les nuages de fumée autour de la foule assemblée pour recevoir la sportule ? Il y a au moins 100 convives, chacun suivi de son réchaud portatif. Corbulon aurait peine à porter tant de grosses marmites, tant de nourriture placée sur la tête d'un petit esclave qui, le cou raidi, transporte le tout et, en courant, ravive la flamme du réchaud. Et voici que sont déchirées les tuniques qui venaient juste d'être rapiécées. Sur un chariot qui arrive, oscille un long tronc de sapin. Et si l'essieu d'une voiture transportant des blocs de marbre de Carrare se brise et que le chargement perdant l'équilibre se répand sur la foule, que peut-il rester des corps ? Qui va pouvoir retrouver les membres, les ossements ? Écrabouillé, le cadavre du malheureux disparaît tout entier à la façon d'un souffle. Juvénal, Satire, IIe siècle après Jésus-Christ. Nicolas Trane, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous accueillir avec un texte tout à fait fameux de Juvénal et qui nous plonge directement dans la Rome bruyante, échevelée, passionnée, complexe que nous allons avoir à considérer aujourd'hui. Les bruits de la ville, les dangers de la circulation. On sait que Nicolas Boileau en a tiré lui-même une satire, si vous vous rappelez. Qui frappe l'air, bon Dieu, de ces lugubres cris, est-ce donc pour veiller qu'on se couche à Paris, et quel fâcheux démon, durant les nuits entières, rassemble ici les chats de toutes les gouttières. Et oui, ce sont des beaux textes qui nous montrent comment aborder la ville. Et on peut aborder la ville d'une certaine manière par les 5 sens. Et les sons de la ville, oui, effectivement, c'est une manière, c'est un point d'entrée dans la vie des habitants de cette ville qui, à son apogée, comptait sans doute 1 million d'habitants, dont on dit qu'elle était fourmillante, qu'elle ne s'endormait jamais, un peu comme New York à d'autres époques. Et voilà, et on a ce témoignage de Juvénal, mais aussi d'autres poètes qu'on dit satiriques, donc qui écrivent pour nous faire rire ou nous faire sourire. Martial aussi. Oui, Martial, et puis les satires d'Horace aussi. Ce sont des textes qui sont à la fois extrêmement vivants et qu'il faut prendre avec des pincettes, avec du recul, parce que il y a du vrai dans la caricature, mais la caricature est aussi une caricature. Il faut une ou deux notes en bas de page, Nicolas Trane, Corbulon, Drusus, la sportule. Alors, Drusus et Corbulon, ce sont des allusions en fait à des aristocrates romains, et plus précisément de grands généraux romains, de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc ce sont des grandes figures historiques que les gens de l'époque de Juvénal connaissaient. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Juvénal cite des aristocrates alors que nous aimerions bien qu'il nous parle des gens de la rue, des Romains ordinaires. Et voilà, c'est un peu cette frustration à laquelle je me suis attaqué en voulant écrire ce livre sur la plèbe, c'est-à-dire sur les simples citoyens romains qui ont peuplé cette ville dans la durée. Il faut donc prendre à bras-le-corps ce défi qui est celui de l'inégalité des sources. Oui, il faut essayer de vouloir embrasser toute une société, toute une ville, et de se dire aussi que en abordant la ville
par la population ordinaire, c'est toute la ville qu'on connaît mieux, et les aristocrates aussi, on les connaît mieux. Parce qu'on s'intéresse aux relations sociales, des relations qu'on pourrait dire verticales entre des strates différentes de la société. Et la sportule, c'est cela. La sportule, c'est, nous dirions, la petite enveloppe d'argent liquide qu'un citoyen romain, protégé par un grand, recevait quand il allait le saluer le matin pour lui rendre hommage et lui confier ses problèmes, y compris matériels. Voilà. Et le grand personnage, qu'on appelait le patron, donnait un petit peu à son client. Évidemment, c'était pas un don purement généreux. D'abord de la nourriture, et puis ça devient de l'argent. Alors, au début de l'histoire de Rome, la sportule, c'est de la nourriture, parce qu'au début de l'histoire de Rome, il n'y a pas d'argent. Et donc, la monnaie fait son apparition de manière assez tardive. Alors, bien avant que le livre commence, au milieu de l'époque républicaine. Et au 1er siècle avant Jésus-Christ, et ensuite à l'époque de Juvénal, oui, c'est de l'argent. Urps, la ville. Il faut que vous nous la décriviez pour commencer, d'entrée de jeu, Nicolas Trane, parce qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce qui a pu être constaté dans des périodes plus récentes et presque contemporaines, d'une division spatiale entre les beaux quartiers et les autres. Non, les groupes sociaux se mêlent. Comment se représenter cette ville? Faites-la nous surgir avec ses collines et son fleuve. Alors voilà, Rome est née du Tibre et de son franchissement. Le fleuve est là. Il y a une île qu'on appelle l'île du Tibre, l'île tibérine. Et la présence de cette île à très haute époque a favorisé le franchissement du fleuve. Et autour de ce fleuve, en particulier sur la rive gauche, se trouvent des collines. Alors cette colline, dit-on, en fait, on peut compter d'une manière ou d'une autre, mais il y a cette colline principale qui protégeait la population des crues du fleuve. Avant la naissance de l'ours, avant la naissance de Rome, que les Romains fixaient traditionnellement au milieu du 8e siècle. En fait, ce qui s'est passé au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est que les populations des collines se sont unifiées dans une même cité, centrée sur une des collines, la colline centrale, qui est la colline du Palatin. Cette première cité était dirigée par des rois. Selon la tradition, ces rois sont restés au pouvoir entre 753 et 509. Et c'est la phase où la ville a connu son premier développement, et qui est déjà un développement important. Dès cette époque, Rome était l'une des principales villes de la péninsule italienne, sinon, à la fin de la période royale, la plus grande. Là, on est obligé de se poser contre la légende, comme si souvent de la fondation de la ville. On dit que Romulus a donné son nom à Rome, alors qu'en réalité, c'était probablement le contraire. Oui, Rome a donné à son fondateur légendaire le nom de Romulus, en effet. Cette légende, en tout cas, elle était intéressante parce que on voit que ces différents épisodes s'inscrivent dans une topographie, qui est une topographie liée à ces collines, liée au fleuve aussi, parce que l'origine du lien entre Romulus et la ville de Rome, ou ce qui sera plus tard la ville de Rome, c'est une crue du Tibre. Il faisait partie d'une famille royale d'une cité voisine, Albe la Longue, et puis son oncle a voulu l'écarter du pouvoir, lui et son jumeau, et l'a fait jeter au Tibre alors qu'il était juste nourrisson. Le Tibre était en crue, le couffin s'est échoué sur les premières pentes du Palatin, où une louve est venue secourir les deux jumeaux avant qu'un berger, Faustulus, prenne le relais. Ces 6 collines, ce sont le Quirinal, le Viminal, l'Esquilin, le Caelius et l'Aventin, qui sont en arc. Voilà. Pour faire surgir cette topographie, cette géographie de la ville, qui sont en arc du nord au sud, avec le Capitole qui ferme le dispositif à l'ouest, c'est bien ça? Voilà, et le Palatin. Qui est au centre. Qui est au centre, voilà. Donc cette ville, il faut pas l'imaginer comme une ville plate, déjà. C'est une ville faite de raidillons. C'est une ville où on se fatigue à monter les collines. Et c'est une ville aussi où les espaces entre les reliefs sont des espaces de rencontre. Les dépressions sont les lieux où la cité s'est construite en tant que communauté urbaine. Et l'espace bas et central par excellence, c'est le forum.
là où se sont concentrés les bâtiments où siégeaient les institutions politiques, les institutions religieuses. Ceux du civisme et ceux de la religion. Oui, et j'ai quelques scrupules à séparer les deux, puisque à cette époque, les deux n'étaient pas séparés. Il n'y a pas de... la religion est civique et la cité est religieuse. Les dieux ne sont pas extérieurs, ce sont des concitoyens. Ils sont là parmi les hommes. D'ailleurs, cet espace est lui-même empli de présence populaire. Ce n'est pas, comme on peut le croire, un lieu protégé des élites, rejetant les autres à l'extérieur. Tout est plus imbriqué, si je ne me trompe pas. Oui, alors parce que ces lieux centraux, ces lieux du politique, ces lieux du religieux, sont des lieux de convergence populaire où l'on pratique aussi des activités économiques. On va sur le forum pour trouver de l'argent à emprunter, par exemple. Pendant longtemps, les espaces du commerce alimentaire étaient directement liés au forum. Ils ont été après un peu repoussés, mais même au IIe siècle de notre ère, le forum reste un espace commercial. C'est là, par exemple, où on va trouver des petits banquiers, où la cité va louer des boutiques et où des artisans, des métiers d'art, dirait-on aujourd'hui, étaient localisés. Et comme il y a peu de place, ça veut dire une concentration, une promiscuité très, très marquée, et aussi un habitat qui devient, on ne l'imagine guère aujourd'hui, déjà vertical. Oui, alors, donc la ville de Rome a cru, la population de Rome s'est développée dans la longue durée, et déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ, il faut avoir en tête que Rome en tant que cité domine le bassin méditerranéen. Et la ville de Rome devient l'une des capitales et la première capitale de ce monde méditerranéen. Et puis, au fur et à mesure de la conquête, c'est la capitale du monde, Rome, d'une certaine manière. J'exagère un tout petit peu, mais c'est une très grande ville. Et la population reflète cette domination dans sa diversité et aussi dans son nombre. Et donc on a sur un espace réduit, au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, sans doute 500 000 habitants, pour dire les choses rapidement, et puis 800 000, sans doute 700 800 000 à l'époque d'Auguste, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, et puis sans doute 1 million au milieu du 2e siècle. Donc sur un espace qui est réduit, et il y a certains espaces qui sont réservés à des activités publiques et qui ne servent pas au logement. Donc les gens se concentrent pour habiter sur des espaces réduits. Donc la densité de population est forte, ce qui explique que dès la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, on a commencé à construire des immeubles à Rome. Et quand on parle d'immeubles, on parle d'immeubles de 4, 5, 6, peut-être 7 étages, des immeubles qui peuvent atteindre 20 mètres. Bon. Alors Cicéron disait Rome est comme suspendu dans les airs, pour faire allusion à ce paysage d'immeubles de grande taille. En contraste avec le domus, c'est-à-dire l'hôtel particulier des privilégiés. Voilà, donc la domus, c'est la maison, mais en réalité, lorsqu'on parle de domus à propos des maisons des élites, ce sont des hôtels particuliers où les aristocrates vivent avec leur famille, mais aussi leurs domestiques. Et la population de citoyens ordinaires n'est pas totalement exclue de ces maisons, de ces hôtels particuliers, parce qu'on trouvait en façade des boutiques que les aristocrates pouvaient louer, soit à leurs dépendants, soit à des tiers, qui, eux, faisaient partie de la plèbe, c'est-à-dire de la masse civique. On trouve déjà cette imbrication au début du XXe siècle. On note en France, chez Proust par exemple, où les riches sont en bas et à mesure qu'on monte en hauteur, les strates sociales se dessinent. Oui, alors ça, c'est ce qu'on trouve dans certains immeubles de la ville de Rome. C'est important parce que les immeubles de la ville de Rome dans l'Antiquité sont souvent présentés comme d'immondes taudis, et certains l'étaient, risquaient de s'écrouler, mais pas tous. Et il y a des immeubles tout à fait convenables dans leur mode de construction, dont les premiers étages sont occupés par des riches. Ce sont des appartements qu'on dirait de standing, et au fur et à mesure qu'on monte dans les étages, effectivement, eh bien, on descend dans la hiérarchie sociale, et on trouve au sommet des étages qui
n'accueillent qui n'accueillent pas de vrais appartements au sens où nous l'entendons, mais plutôt des chambres qui servent de dortoir où on s'entasse. Les chambres de bonne du 19e siècle. En quelque sorte. Alors vous conduisez notre réflexion à cette idée de promiscuité et de pauvreté. Il y a un débat historiographique qu'il faut que vous évoquiez, je le trouve stimulant et intéressant. Une partie des historiens, peut-être entraînés par les spectacles contemporains des pays les plus pauvres, imaginent une sorte de grouillement malsain. Vous corrigez cette idée? Disons qu'il y a un débat qui n'est pas complètement tranché, même si on peut pencher d'un côté ou de l'autre. Urban Graveyard Effect, l'effet de cimetière. Voilà, et on s'éloignant un peu de la traduction littéraire, on pourrait dire que c'est la théorie de la ville mouroir. C'est-à-dire que dans les années 1980, des historiens anglo-saxons ont rappelé les témoignages sur la saleté de la ville, le manque d'hygiène. Ils ont rappelé les textes sur les conditions de logement parfois très difficiles. Ils ont rappelé les textes sur la misère et sur une misère qui était bien réelle pour certains habitants de Rome. Mais ils en ont tiré des conséquences sur le plan démographique, ou plus exactement, ils en ont tiré des théories sur le plan démographique. C'est l'idée que Rome n'aurait réussi à maintenir sa population et à la développer qu'en attirant toujours des générations nouvelles de migrants qui auraient été engloutis par les conditions de vie locales. Et donc c'est l'idée que sans l'arrivée de migrants, Rome n'aurait pu subsister, aurait perdu sa population parce que le solde naturel était négatif. On considérait qu'un enfant sur 2 mourait avant l'âge de 10 ans, c'est cela que vous nous dites? Oui, il y a une mortalité qui est absolument terrible, mais cette mortalité, elle est aussi compensée par la natalité. Il faut savoir à quel point. Et c'est là tout l'enjeu, en réalité, du débat historiographique. C'est-à-dire que les partisans de la ville mouroir s'appuient sur des comparaisons avec des époques plus récentes, par exemple la Rome des papes. Je simplifie, mais leur position consiste à dire, eh bien, si la Rome du XVIIe siècle n'arrivait à se maintenir qu'avec l'apport de migrants, ça devait être la même chose pour la Rome des empereurs. Et donc, on est dans une ville qui n'offrait pas à la population des conditions nécessaires, les conditions nécessaires à son maintien par un solde naturel positif. Et alors, cette position a entraîné des réponses, a suscité des réponses et des critiques de la part d'historiens qui refusent en fait une vision trop linéaire de l'histoire urbaine. Et c'est là que vous vous situez. J'aime assez entraîner nos auditrices et nos auditeurs dans l'atelier du chercheur. Ces historiens, notamment italiens et français, qui ont contesté cette théorie de la ville mouroir, vous disent que dans la Rome impériale, premièrement, les conditions d'hygiène sont plutôt meilleures qu'à l'époque moderne, parce qu'il y a de l'eau courante, il y a des thermes, on sait bien, mais il y a généralement de l'eau courante. Le pouvoir fait distribuer des céréales à plusieurs dizaines de milliers de pères de famille, dans les 150 000 sans doute, et ça n'existe pas dans la Rome des papes. Et plus généralement, le pouvoir politique romain est très attentif aux conditions de vie de la plèbe, des citoyens ordinaires, parce que c'est un enjeu de stabilité politique et c'est un enjeu aussi plus large qui est lié à la domination de Rome sur le monde. Puisque Rome domine le monde, la population ordinaire des citoyens de la capitale doit vivre correctement. C'est aussi pour éviter ces émotions, comme on disait au XVIIIe siècle, ces révoltes qui scandent toute cette histoire, ces 2 siècles que vous évoquez, Nicolas Tran, 1 siècle avant Jésus-Christ, avant notre ère, et 2 siècles après. C'est un souci constant. Et peut-être est-ce le moment de définir ce qu'on appelle vraiment la plèbe. D'où vient l'expression? C'est à la fois une définition sociale et une définition politique par rapport à l'aristocratie. Oui. Et ce qui fait le lien entre les deux, c'est sans doute le statut juridique. D'où vient ce mot? On ne connaît pas tellement l'étymologie, ou très exactement l'étymologie, mais on est sûr que le mot plèbe s'est apparenté au mot grec pléthos, qui a donné pléthorique, et c'est la multitude. Donc la plèbe, c'est la multitude, la masse, par opposition à l'élite. Masse indistincte?
Alors non, parce que c'est la masse civique. On parle des citoyens romains, de la cité, c'est-à-dire la communauté des citoyens romains. Alors cette communauté des citoyens romains a toujours été très hiérarchisée et dominée par une aristocratie dont les composantes, la définition ont varié, mais on est dans une cité dominée par une élite étroite. Et donc la plèbe, c'est tout le reste des citoyens qui sont dominés et en même temps se distinguent des non-citoyens qui sont leurs inférieurs. Les esclaves qui ne sont pas libres, ce qui est une condition première pour la citoyenneté, pour disposer de la citoyenneté. Et les citoyens romains ordinaires, les plébéiens, s'opposent en outre à des hommes libres qui sont étrangers à la cité de Rome, qui ne disposent pas de la citoyenneté romaine. Il faut que vous nous disiez, Nicolas Trane, comment cela s'est traduit en termes politiques en particulier. On voit surgir la figure des tribuns de la plèbe, chargés contre l'aristocratie, tout en étant proches d'elle-même. C'est la complexité de défendre les intérêts de cette plèbe. Ça remonte à une longue histoire qui correspond au début de la cité, au moins au début de la République. On va retrouver l'Aventin. Voilà, exactement. Cette cité des premiers temps, des premiers siècles de Rome, est dominée par une aristocratie héréditaire qu'on appelle les patriciens. Donc cette aristocratie héréditaire s'est fermée peu à peu et a monopolisé le pouvoir à Rome, et en particulier monopolisé les magistratures, c'est-à-dire les postes de dirigeants politiques. Et le Sénat. Et le Sénat, puisque l'origine des patriciens, ce sont les patresses, c'est-à-dire les pères, et en fait le conseil des 100 plus puissants pères de famille qui, à l'origine, entouraient le roi, et en particulier Romulus. Et donc ce monopole patricien du pouvoir a créé des tensions dans la cité. Ce monopole a été contesté par ceux qui n'étaient pas patriciens et qui donc, à cette époque, étaient la plèbe. Il faut remonter au 5e siècle avant Jésus-Christ parce que les tensions étaient très fortes entre la plèbe et les patriciens, les plébéiens reprochant aux magistrats patriciens leur arbitraire. Eh bien, la plèbe a affiché à 2 reprises sa volonté de faire sécession, c'est-à-dire de quitter la cité et d'en créer une autre. Et pour obtenir des plébéiens qu'ils reviennent sur leurs décisions, le patriciat a dû faire des concessions. Et l'une des concessions a été d'entériner la nomination annuelle de tribuns de la plèbe, c'est-à-dire de quasi-magistrats, dont la fonction était de protéger les simples citoyens de l'arbitraire des magistrats patriciens. Bon, les tribuns de la plèbe, c'est ça. À l'origine, il y en avait 2, comme il y avait 2 consuls, donc 2 magistrats suprêmes. Donc c'était une manière de créer un contre-pouvoir. Et ces solutions n'ont pas permis de trouver une solution au conflit entre le patriciat et la plèbe. Et à la fin, le grand compromis, c'est en fait de donner l'accès aux magistratures aux plus riches des plébéiens. Et ça s'est passé au IVe siècle, au milieu du IVe siècle. Tout ça se traduit dans divers mouvements de la ville, de Urps. En voilà un exemple plus tardif que j'emprunte à Tacite, la fête des Saturnales. C'est une lecture d'Alain Michel qui propose un commentaire, puis un extrait de Tacite dans Une vie, une œuvre de Pascal Lismonde, mars 1999, Tacite. On est sous la plume d'un auteur qui a vécu environ de 55 à 120 après Jésus-Christ. Cela se passe le jour des Saturnales, c'est-à-dire pour nous le jour du carnaval. Alors imaginez, la ville de Rome est en fête. C'est le jour de toutes les perversions. C'est-à-dire le jour où les esclaves jouent à être les maîtres, où les maîtres jouent à être esclaves, c'est-à-dire où l'univers entier romain est déréglé. Et ça, c'est le spectacle fou de l'histoire, puisqu'il y a à la fois dans la ville le carnaval et le massacre. C'est une scène prodigieuse que Tacite rend d'une manière admirable. Voici la traduction donc classique, très 19e, que j'ai sous les yeux. Le peuple assistait à la bataille comme à un spectacle, et comme dans les combats du cirque, il encourageait tantôt les uns, tantôt les autres.
par ses applaudissements et ses cris. Toutes les fois qu'un des deux partis avait plié, si quelques soldats allaient se cacher dans les boutiques ou se réfugier dans quelques maisons, ils demandaient qu'on les en arrachât, qu'on les massacrât, et ils s'emparaient de la plus grande partie du butin. Tandis que le sang et le carnage occupaient le soldat, le peuple profitait des dépouilles. Rome offrait un spectacle terrible et monstrueux. Ici, des combats et des blessures. Là, des gens qui se baignent ou s'enivrent. On voit à la fois du sang et des monceaux de mort, et tout près des courtisanes et des prostituées. D'une part, toutes les débauches d'une paix dissolue, de l'autre, tous les crimes de la plus impitoyable conquête. On eût cru la même ville en fureur et dans les fêtes. On est là, Nicolas Tran, chez un auteur dont la plume est favorable aux patriciens. Il donne une vision du peuple peut-être un peu caricaturale. Oui, il y a un jugement moral sur le peuple, sur les catégories populaires. Qu'est-ce qui s'est passé, oui ? Oui, il faut expliquer un tout petit peu le contexte. On est en 69 après Jésus-Christ. Et s'affrontent dans la ville les partisans de deux prétendants au pouvoir impérial, Vitellius et Vespasien. Et on est à la toute fin d'une année de guerre civile. La guerre civile s'achève par des combats de rue. Et alors, comment réagit la population ? Parfois en s'impliquant, parfois en profitant du chaos pour piller, et puis parfois en se désintéressant de l'opposition entre les aristocrates. Et ce que dit Tacite, c'est que les gens se soucient plus des Saturnales, qui est une des grandes fêtes du calendrier, que de la lutte pour le pouvoir. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Alors il faut que nous en venions maintenant, Nicolas Tran, à cette ville dans son quotidien, comment les choses se passent. Et je vous propose une autre archive littéraire qui est due à Plaute. On est là bien avant Tacite, puisqu'il a été, sa vie s'est inscrite à cheval, si je puis dire, entre le IIIe siècle et le IIe siècle avant Jésus-Christ. Écoutez cette description de Rome. C'est un extrait de l'émission de Jacques Cogget, en 2002, une lecture d'Evelyne Guimara, Les chemins de la connaissance. Je vais t'indiquer où tu pourras trouver sans trop de peine les hommes que tu cherches, pervertis ou vertueux, honnêtes ou fripons. Tu veux rencontrer un parjure ? Rends-toi près de la tribune aux harangues. Un menteur ou un fanfaron ? Va près du temple de Vénus Cloacine. Les riches maris prodiguent de leur argent ? Tu les trouveras près de la basilique. Tu rencontreras là aussi des putains flétris et ceux qui louent leur corps par contrat. Ceux qui sont à l'affût d'un repas se trouvent au marché aux poissons. Dans le bas du forum se promènent les honnêtes gens. Au milieu, près de la Cloaca Maxima, ceux qui jettent de la poudre aux yeux. Les insolents, les bavards et les jaloux, près du lac Cursus, tous ceux qui disent du mal de leur prochain, alors qu'il y aurait bien des choses à dire sur eux. Derrière le temple des castors, il y a ceux auxquels il vaut mieux ne pas se fier. Dans la rue des Toscans, on trouve les hommes qui font métier de leur corps. Au Vélabre, les boulangers, les bouchers, les diseurs de bonne aventure, ceux qui se prostituent ou qui offrent des prostituées. Plaute, le Charançon, IIe siècle avant Jésus-Christ. Vous la retrouvez là, votre Rome, Nicolas Tran ? Alors je retrouve une partie de Rome ici, c'est son centre névralgique, c'est le Forum et ses environs immédiats, le quartier du Vélabre, la rue des Toscans, voilà. Et ce que je retrouve de Rome ici, c'est la vie de relation. Les échanges sociaux sont extrêmement divers, se déploient dans des secteurs de la vie collective très différents. Il y a des connivences géographiques par village, des connivences par métier. Cette Rome, effectivement, c'est une somme de petits villages, de petits quartiers. Et parallèlement à cette donnée, vous avez quelques espaces de convergence où on se déplace pour sortir de son quartier. Et le Forum en est un. Et c'est ce qui donne une unité à la ville
et aussi une unité à la population, et donc à la plèbe, que c'est lieu de convergence populaire. Et puis il y a cette prolifération de toutes sortes d'activités, notamment les petits métiers qui sont évoqués par Plaute. Alors, ce qu'évoque Plaute, ce sont effectivement des petits métiers, et ce qui est assez remarquable, c'est l'importance des métiers de bouche. Hein, parce que il faut nourrir cette population de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et donc, il y a toute une logistique du ravitaillement de Rome qui se déploie à plusieurs échelles. Donc, Plaute parle des poissonniers, donc on est proche de la mer, il y a des poissons dans le fleuve lui-même, et on nous dit qu'il ne faut pas les manger parce que le fleuve n'est pas si propre que cela. Et puis, il y a la question des céréales aussi, et donc là, déjà à l'époque de Plaute, les céréales viennent de loin, viennent d'outre-mer. Donc, on y revient, c'est le souci constant des pouvoirs publics d'éviter les disettes. Et oui, on est dans un monde où les disettes arrivent périodiquement, parce que dans les zones de production des céréales, il y a des années de mauvaises récoltes. Et ce que provoquent les mauvaises récoltes ou les problèmes d'acheminement, c'est le manque de céréales, mais surtout l'augmentation du prix du pain. Les disettes, ce sont d'abord des crises de cherté, et donc des crises sociales. C'est ce qu'on retrouve dans la France du XVIIIe siècle, semblablement. Oui, et dans toutes les sociétés pré-industrielles, avec une amplification liée à la population romaine. C'est-à-dire que des troubles qui seraient réduits dans des petites villes de l'Empire peuvent déraper à Rome. Les émeutes peuvent prendre une ampleur plus grande. On peut aboutir parfois, pas toujours, mais parfois à de véritables bains de sang. Et surtout, Rome, c'est le siège du pouvoir. Donc, c'est pas un petit pouvoir local qui peut vaciller, c'est l'Empire. Comment l'ordre public y est-il assuré ? À l'époque républicaine, il n'y a pas de force de l'ordre à proprement parler dans la ville de Rome. La vieille tradition interdit que les armées, que les soldats puissent pénétrer dans la ville, dans Urbs. Ça dure jusqu'en 52 avant Jésus-Christ, si je me souviens bien. Il y a une espèce de principe fondamental qui est violé. Oui, voilà. Alors, le principe fondamental, c'est que des hommes en armes ne peuvent pas rentrer dans l'enceinte sacrée de Rome. Il y a un interdit religieux qui s'explique en partie pour des raisons politiques. C'est-à-dire que les magistrats dirigent des citoyens qui ont des droits. Et les magistrats ne doivent pas être en position d'imposer par leur force les décisions. Bon, c'est une garantie contre l'arbitraire. Mais dans des situations de crise politique, l'absence de force de l'ordre aboutit au chaos, tout simplement. On a tendance à armer du coup les citoyens avec les dangers que cela comporte. C'est un peu la garde nationale en France à d'autres périodes. Au moment où il n'y a pas de force de l'ordre, eh bien, les citoyens sont fondés à faire respecter cet ordre, à faire appliquer des décisions politiques qui sont présentées comme légitimes. Donc il y a une instrumentalisation des simples citoyens par l'aristocratie. Ces pratiques aboutissent en fait à la constitution de bandes armées à la solde des hommes politiques. Une sorte de miliciens qu'on retrouve parcourant tous les discours des protestations du 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de la Première Guerre civile. Oui, voilà, avec des hommes politiques qui se font les spécialistes du commandement de bandes armées, et d'autres qui constituent d'autres bandes armées en disant ce sont les autres qui ont commencé, et c'est comme ça qu'on arrive au chaos. Et donc au moment où des hommes forts surgissent et veulent s'affirmer, eh bien, ils entendent rétablir l'ordre. Et c'est dans ce contexte, notamment au milieu du 1er siècle, que l'interdit religieux est transgressé. Et pour l'intérêt général... Premier siècle avant. Oui, 1er siècle avant, notamment en 52 avant Jésus-Christ, avec l'action de Pompée. Eh bien, des hommes en armes sont placés à Rome
parce que sans cette présence armée, les élections ne peuvent plus se tenir. Un incendie a ravagé la curie, c'est-à-dire le lieu de réunion du Sénat. Bon. Et donc, il est admis que des forces de l'ordre sont nécessaires. Et ensuite, à l'époque impériale, eh bien, tout cela est structuré, officialisé par la création d'une garnison urbaine, à l'époque d'Auguste, qui incarne désormais l'ordre et l'ordre impérial. Plus des agents de renseignement qui viennent observer, souvent en civil, les mouvements de la population. Au moment où l'Empire a remplacé la République, je vois que Arrien évoque, en rapportant des propos du philosophe Épictète, on est mi-temps du IIe siècle après Jésus-Christ, je vois cette citation frappante: « C'est ainsi qu'à Rome, les soldats attrapent les étourdis. Un soldat s'est assis près de toi, en costume civil, et il commence à parler mal de César. Toi, à ton tour, comme si tu avais reçu un gage de bonne foi par le fait qu'il a pris l'initiative d'un langage injurieux, tu te mets également à dire tout ce que tu penses, et alors on t'enchaîne, on te conduit en prison. » C'est un phénomène que l'on peut trouver dans toutes les dictatures, dans tous les pays totalitaires, à tous les moments. Alors, c'est un texte remarquable, et malheureusement, c'est un texte un peu unique, mais qui montre bien une réalité du contrôle que le pouvoir veut exercer sur la plèbe, et sur sa volonté, la volonté du pouvoir de surveiller la plèbe, un peu comme le lait sur le feu. Et bon, on a d'autres indices de cela. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce texte, il renvoie sans doute à une époque particulière, celle de l'empereur Domitien sans doute, ou c'est peut-être antérieur, mais en tout cas, on est dans une Rome dirigée par un tyran, par un mauvais empereur. Et ce texte décrit cela, une mauvaise pratique du pouvoir. Alors il y a les jours quotidiens et puis il y a les fêtes. Il y a notamment les théâtres, plus tardivement d'ailleurs qu'en Grèce. Et puis il y a le cirque. Et je ne peux pas me priver du plaisir de vous donner à entendre Ovide, un texte très fameux qui explique en gros comment il drague dans ce type de milieu romain, au centre d'une foule. Voilà ce que Ovide, dans l'art d'aimer, nous rapporte. On est dans l'émission de l'ORTF, Rome n'est plus dans Rome, en juillet 1972, une émission de Jean Chouquet. Le théâtre est plein de pièges pour les belles. Ne néglige pas les courses où rivalisent les chevaux généreux. Le cirque, avec son nombreux public, offre de multiples occasions. Pas besoin du langage des doigts pour exprimer tes secrets. Et les signes de tête ne sont pas nécessaires pour que tu obtiennes une marque d'assentiment. Assieds-toi contre celle qui te plaît. Tout près, nul ne t'en empêche. Approche ton corps le plus possible du sien. Heureusement, la dimension des places force les gens, bon gré mal gré, à se serrer. Et les dispositions du lieu obligent la belle à se laisser toucher. Cherche alors à engager une conversation qui servira de trait d'union, et que tes premières paroles soient des banalités. « À qui sont les chevaux qui viennent là ?» demanderas-tu avec empressement. Et immédiatement, son cheval favori, quel qu'il soit, doit être le tien. Mais quand s'avancera la procession nombreuse qui précède le combat des éphèbes, alors applaudis avec enthousiasme Vénus qui tient son sort en ta main. Ah, si, comme il arrive, il vient à tomber de la poussière sur la poitrine de ta belle, que tes doigts l'enlèvent. S'il n'y a pas de poussière, alors enlève tout de même celle qui n'y est pas. Tout doit servir de prétexte à tes soins officieux. Nous sommes ici, Nicolas Tran, dans des moments un peu particuliers, celle des fêtes. Ce qu'on retrouve ici, ce sont les jeux, c'est-à-dire des moments de fêtes religieuses, d'abord, mais des jeux qui rassemblent toute la cité, les dieux et les hommes, et puis l'ensemble de la population sur les gradins du cirque,
Des gradins qui sont tellement vastes qu'on ne peut pas les contrôler, qu'on ne peut pas contrôler l'occupation de ces gradins. Et c'est pour ça que les gens se mêlent sur ces gradins. Au théâtre, proprement dit, les hommes et les femmes sont séparés depuis la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et depuis les lois augustéennes en la matière. Il faut dire qu'Auguste était assez puritain quand il s'est installé au pouvoir. Certains prétendent même ou affirment que si Ovide a été ensuite exilé sur les bords de la mer Noire pour son grand chagrin, ce serait parce que Auguste aurait blâmé cet art d'aimer avec ce qu'il avait de coquin. Oui, alors il y a le pouvoir augustéen est très moralisateur, effectivement. Et c'est quand même un empereur qui a pris des lois contre l'adultère, Auguste. Et contre la prostitution. Oui, plus ou moins appliqué, hein, mais en tout cas, sur les gradins du cirque, enfin les gradins du cirque, c'est plus de 100 000 personnes et au bas mot, et donc c'est pas contrôlable comme un édifice avec 20 000 spectateurs. Et 100 000, c'est impressionnant même par rapport à nos matchs d'aujourd'hui ou les oui. Jeux olympiques qui vont survenir. C'est lié à la nature du spectacle, c'est-à-dire les courses de chars. Il faut de la place, il faut deux très grandes lignes droites et un petit virage. Donc, comme dans Ben-Hur, le grand film de Cécile B. 2000. Donc c'est un lieu de spectacle, un lieu de sociabilité, et qui est important aussi pour le pouvoir, parce que c'est le moment où la cité fait corps et unie en des moments qui sont nombreux dans le calendrier, deviennent de plus en plus nombreux, mais sont quand même exceptionnels dans le sens où les gens sortent de leur quartier, de leur environnement social immédiat pour faire cité, en sachant qu'à ce moment-là, la population de Rome incarne la communauté des citoyens, une communauté unie, en sachant que à l'époque d'Ovide déjà, les citoyens romains vivent non seulement à Rome, mais dans toute l'Italie, et certains vivent même dans les provinces de l'Empire. Mais le cirque donne une image d'unité. Cette unité provisoire, cette foule un peu indistincte, elle est là, mais il n'empêche qu'il existe aussi beaucoup de distinctions à l'intérieur de cette plèbe. Il ne faut pas l'imaginer comme étant faite d'individus semblables les uns aux autres. Vous insistez beaucoup dans votre livre, Nicolas Trane, sur cette diversité des situations, d'abord à chaque instant, et puis dans la mobilité sociale. Il y a les ingénus, ceux qui sont nés libres, il y a les esclaves devenus affranchis, les affranchis qui s'enrichissent. Tout cela fait une société très mobile. Oui, une société effectivement diverse et mobile. La plèbe de la ville de Rome, c'est sans doute plus de 9 citoyens romains sur 10, en sachant qu'il y a aussi les esclaves qui forment sans doute un quart de la population totale. Bon, mais il faut revenir à l'idée que la plèbe, c'est la masse, et c'est pas une masse indistincte. Il y a des riches et des pauvres. Il y a des gens qui appartiennent à des familles enracinées, et puis il y a des nouveaux venus à Rome. Il y a des gens qui sont nés libres et citoyens romains, et d'autres qui sont nés esclaves et qui sont sortis de l'esclavage à l'âge adulte par l'affranchissement, en sachant que ces affranchissements étaient fréquents, parce qu'en réalité, l'affranchissement était un moyen de gérer l'esclavage. La promesse de la liberté, c'est finalement le meilleur moyen d'obtenir l'obéissance d'un esclave. En sens inverse, certains se vendent eux-mêmes comme esclaves pour pouvoir survivre. Il y a tous les mouvements. La situation de l'esclavage n'est pas conçue du tout comme quelque chose d'exceptionnel. Ça fait partie de l'évidence d'une société. Oui, il n'y a pas de discours anti-esclavagiste à Rome à cette époque. Alors, l'esclavage volontaire, oui, existe. Mais en fait, il y a deux types d'esclavage volontaire. Il y a des gens qui se vendent comme esclaves parce qu'ils sont à la recherche d'une position de confiance au sein de la domesticité du maître. Donc, quand on veut être trésorier, qu'on a les compétences pour être trésorier, on sait que les maîtres riches ne confient l'emploi de trésorier qu'à des esclaves. Donc, on peut renoncer à sa condition d'homme libre pour vivre dans le confort matériel de l'emploi de trésorier d'un très riche. Et il y a un deuxième esclavage volontaire qui est celui des miséreux.
On va se vendre comme esclave pour récupérer une partie du prix de sa vente et donner cette somme à sa famille, qui ainsi peut survivre quelques mois de manière précaire, mais voilà. Il y a autour des artisans aussi des gens qui peuvent apparaître comme un peu les compagnons de la période de l'Ancien Régime. Oui, alors le monde de l'artisanat est très présent dans cette ville d'un point de vue topographique et dans l'organisation sociale. On est dans une ville de travailleurs, hein, on n'est pas dans une ville d'assistés recevant les subsides de l'État. Et ce monde de l'artisanat est aussi structuré, hiérarchisé. Il est constitué de gens qu'on appellerait des petits entrepreneurs qui travaillent avec quelques assistants qui, en général, sont des esclaves qu'ils ont formés, avec qui ils partagent un quotidien de travail et qu'ils peuvent libérer le cas échéant. Et dans ce cas-là, ces affranchis vont pouvoir créer leur propre petite affaire eux-mêmes. Et parfois leurs grandes affaires, puisqu'il y en a qui s'enrichissent. Ce sera ici notre dernière archive. C'est un extrait du fameux Satyricon de Pétrone. On est là au mi-temps du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un extrait de l'émission Rome n'est plus dans Rome de l'ORTF en juillet 1972. Le producteur était Jean Chouquet. Vous nous direz après, Nicolas Trane, comment il faut situer ce personnage de Trimalcion, ce pourquoi il parle, ce qu'il signifie. Les esclaves aussi sont des êtres humains, et ils ont été le même lait que nous, même si un destin mauvais les accable. Mais si je vis, ils ne tarderont pas à boire l'eau de la liberté. Bref, je les affranchis tous par testament. Tous se mirent à le remercier de sa bonté, et lui, se prenant au sérieux, fit apporter son testament et en donna lecture depuis A jusqu'à Z, au milieu des gémissements des valets. Puis se tournant vers Abynas, « Que dis-tu, mon bien cher ami? Est-ce que tu construis mon tombeau comme je te l'ai demandé? Je t'en prie instamment. Au pied de ma statue représente ma petite chienne, des couronnes, des parfums et tous les combats de Pétrétès, le gladiateur, pour que grâce à toi, je continue de la sorte à vivre après ma mort. Je chargerai l'un de mes affranchis de garder mon tombeau pour que le public n'accourt pas faire ses ordures sur mon monument funéraire. Je te prie aussi de représenter en ronde bosse des navires voguant à pleine voile et moi-même, siégeant sur une estrade, vêtu de la robe prétexte et portant 5 bagues, en train de distribuer au public des écus que je prends dans un sac. Quant à l'inscription, dis-moi si elle te convient. Sigi, Gaius, Pompeius, Trimalchion, Mécénatianus. Il fut élu sévir en son absence, bien qu'il pût appartenir à toutes les décuries. À Rome, il ne le voulut pas. Scrupuleux, courageux, fidèle, il partit de peu et laissa 30 millions de sesterces, et jamais il ne fut l'élève des philosophes. Alors, Nicolas Trane, ce Trimalcion, que nous dit-il ? Alors, déjà, ce qu'il faut dire de Trimalcion, c'est que c'est un personnage de roman, donc il n'a pas existé, si ce n'est dans l'imaginaire de Pétrone, l'auteur de cette œuvre. Le roman peut parler pour la réalité, souvent. Oui, et surtout que le destin de Trimalcion peut être rattaché à plusieurs figures de la population romaine. La première figure, c'est celle de l'esclave venu d'ailleurs, d'Asie mineure, puisque Trimalcion est censé être arrivé dans son enfance à Rome et avoir été vendu au marché aux esclaves. Pétrone nous fait une description de ce marché aux esclaves, ou d'un marché aux esclaves à Rome. Et Trimalcion est élevé comme un petit esclave, tout jeune esclave, et donc il est formé. Il est formé pour devenir trésorier, pour devenir très proche de son maître, qui est un richissime Romain. C'est un déraciné, comme beaucoup de Romains dans cette ville qui est cosmopolite. Alors Trimalcion, ensuite, il devient l'amant de son maître et de la femme de son maître. Ah, ça c'est une promotion horizontale. Oui, d'une certaine manière. Et donc son maître meurt sans enfant, et on voit qu'il était un peu l'enfant de substitution de ce couple, et avec
quand même des relations qu'on n'a pas normalement avec ses fils, mais passons. Et il est affranchi par le testament de son maître, dont il devient le principal héritier. Et donc il a en main une fortune extraordinaire, et il se lance dans les affaires. C'est-à-dire des affaires maritimes. Voilà, des affaires de commerce maritime. Alors, il commence par perdre énormément, et puis il se refait. Et il devient, alors cette fois-ci, absolument richissime. Donc il y a de l'exagération dans tout ça. Un affranchi, déjà la plupart des affranchis étaient modestes, et ceux qui s'enrichissaient ne devenaient pas l'équivalent de milliardaires comme Trimalcion est censé l'être. Mais on est quand même dans une société mobile où on peut s'élever en s'enrichissant, par exemple par le commerce ou par l'artisanat de luxe. Et cet enrichissement permet une réelle mobilité sociale parce que les richesses sont ensuite transformées en prestige, en fonctions civiques subalternes, par exemple des fonctions d'appariteur de magistrats romains. Et dans le texte de Pétrone, il est question d'une fonction subalterne, alors non pas liée à la ville de Rome, mais une petite cité d'Italie qui consiste à donner de sa fortune et de son temps pour organiser des jeux. C'est ce qu'on appelle la fonction de sévir, dont il est question dans l'extrait. Un mécénat à la romaine. Oui, ce que Paul Venn a bien étudié à travers l'évergétisme gréco-romain. Donc c'est donner de sa fortune pour financer la collectivité. Eh bien, je trouve assez bienvenu, Nicolas Trane, que nous terminions notre conversation consacrée à la plèbe, à cette histoire populaire de Rome sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, en évoquant cette mobilité, pour ne pas voir quelque chose de trop figé dans ce monde-là. Il bouge, n'est-ce pas ? Oui, il bouge, la ville vit, et cette vie, elle est constituée de mouvements sociaux aussi, qui sont parfois minimes à l'échelle de la société tout entière. Mais voilà, la mobilité, c'est la vie, d'une certaine manière. Merci beaucoup. Merci. Votre ouvrage sur lequel j'ai fondé notre propos partagé s'appelle La Plèbe. Ça s'appelle La Plèbe, une histoire populaire de Rome, publié aux excellentes éditions Passé Composé. Je voudrais aussi signaler que vous avez publié récemment, en 2021, un petit ouvrage consacré à Caligula. Je suis sorti un petit peu de l'histoire sociale, de l'histoire des classes populaires, pour m'intéresser surtout aux sources qui nous parlent de Caligula et essayer d'avoir un point de vue critique, expliquer au grand public le point de vue critique qu'on pouvait avoir à l'égard des sources. Moins sombre. Alors, il ne s'agit pas de réhabiliter Caligula, il s'agit de ne pas le juger, et de considérer sa figure aussi comme une construction politique. Et donc, il s'agit d'intégrer un personnage exceptionnel dans la longue durée du 1er siècle. Je dois dire, je me suis demandé, en entendant récemment à la tribune du Palais Bourbon, Madame Panot des Insoumis, comparer Caligula à Emmanuel Macron, je me suis demandé si elle avait lu votre livre. Je ne sais pas, mais le président de la République n'a pas encore nommé ministre son cheval préféré. Patience. Vous rendez volontiers hommage dans votre ouvrage aux travaux de Cyril Courrier, une thèse impressionnante, La plèbe de Rome et sa culture, de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du 1er siècle. C'est votre période, une publication de l'École française de Rome. Et puis, vous avez contribué au très bel ouvrage de Patrice Faure et Catherine Virlouvet, l'ancienne directrice de l'École française de Rome, à laquelle vous avez appartenu, n'est-ce pas ? Oui. Catherine Virlouvet, qui s'appelle Rome, cité universelle. Nous disposons d'une toute récente réédition. On doit pouvoir encore trouver chez les bouquinistes le livre en son temps fameux de Jérôme Carcopino, le grand historien de la Rome antique. Chez les bouquinistes et même chez les libraires, puisqu'il a été réédité, il est réédité fréquemment et effectivement c'est un classique. Il s'agit de la vie quotidienne à Rome au temps de l'Empire, qui a lancé cette collection de la vie quotidienne. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète encore sur notre site et les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter, vous le savez, et podcaster cette émission.
C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard, avec Maï Tran à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, avec Isabelle Fort-Rendu pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel et pour la documentation Eva Karagatchev.